Donc bonjour à tous, Marie Lebleu, donc je suis médecin généraliste, dans une MSP à Saint-Flovier, dans le sud de l'Indre-et-Loire, en milieu rural et puis je suis aussi médecin de PMI à Loches sur un temps partiel à 20 et je suis ancienne chef de clinique de médecine générale, à la faculté de Tours. Et donc aujourd'hui, voilà, je voulais vous présenter, ce sujet, sur l'accompagnement des parents dans la prise en charge de l'obésité infantile. Qui croise plusieurs thématiques que j'affectionne, l'obésité infantile, mais aussi, l'accompagnement à la parentalité, puisque j'ai fait un DU en rapport avec cela. Donc, voilà, ça permettait de tout mettre en commun dans cette présentation. Donc dans un premier temps, je vais vous parler du coup du vécu des parents d'enfants en situation d'obésité suivis à l'hôpital des enfants à La Réunion. Alors, ça se passe un peu loin de chez nous, mais c'est mon sujet de thèse d'exercice qui a été publié dans Acta Pediatrica fin 2024. Donc je vais vous en parler un petit peu. Et puis je vous parlerai dans un deuxième temps du vécu des pères, d'enfants en situation d'obésité, alors un peu plus près d'ici du coup, en unité de pédiatrie à Châteauroux, qui était un sujet de thèse que j'ai dirigé, voilà, en 2023-2024. Et puis en troisième partie, je vais vous parler, rapidement d'un article qui est paru, tout récemment dans la revue Exercer, en septembre sur, l'accompagnement au réseau d'obésité pédiatrique, le vécu des familles dans un REPOP. Et puis je terminerai par, l'accompagnement à la parentalité, mais dans un sens plus large, mais qu'on peut tout à fait appliquer, à l'obésité infantile évidemment. Alors, donc la prévalence de l'obésité infantile mondiale, donc je vous rappelle, hein, c'est un IMC supérieur ou égal, à l'International Obesity Task Force de 30. Elle a été multipliée par, 2,5 depuis 1990. 30 des enfants, sont en situation de surpoids ou en obésité en Europe en 2023. Je vous rappelle que l'obésité infantile, elle est multifactorielle, facteur de risque majeur d'obésité à l'âge adulte, donc multifactorielle génétique, épigénétique, notamment environnementale, hem et donc pardon et donc elle a un impact, sur la santé physique et mentale sur le long terme, donc tant chez l'enfant que chez l'adulte ensuite. Et la particularité de l'obésité infantile, c'est évidemment l'implication des parents qui est primordiale dans la réussite, de la prise en charge. Pour des raisons évidentes, organisationnelles, de la cuisine à l'organisation de l'activité physique, mais aussi l'implication, dans la relation parent-enfant et ça, on va le voir. Alors pour ce qui est, de la prévalence de l'obésité infantile à La Réunion, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas forcément. Elle est significativement plus élevée à La Réunion qu'en métropole. On est à 8,4 versus 3,6 des enfants de 10 ans en 2012. On n'a pas vraiment de données plus récentes. Elle est particulière parce que, il y a une multiculturalité réunionnaise, qui rend cruciale cette adaptation, des prises en charge aux représentations socioculturelles. Par cela, j'entends qu'il y a eu une transition très rapide, en fait, à La Réunion, entre la pénurie et l'abondance, qui s'est faite en une génération, puisque du coup, l'économie était basée sur, les plantations à l'époque, donc encore, jusqu'en 70-80 et puis la consommation industrialisée, est arrivée, heu et donc on est passé de cette tradition culinaire créole basée sur les plantations à l'émergence des centres commerciaux, des fast-food et cetera et donc il y a ce mix entre ces 2 traditions alimentaires, heu, qui se fait là-bas. Donc l'objectif du coup de cette recherche, c'était d'explorer les représentations et l'expérience vécue des parents dont les enfants en situation d'obésité étaient pris en charge au sein d'un service d'obésité infantile de l'hôpital d'enfants à La Réunion, donc un niveau 3, dans lequel j'avais été interne et dans lequel j'ai fait ce travail de recherche. Donc pour cela, j'ai réalisé une étude qualitative par analyse inductive générale avec une triangulation des données. L'échantillonnage était en variation maximale, le recrutement était opportuniste, heu, auprès donc de parents d'enfants en situation d'obésité suivis dans l'unité.
Au total, c'était 9 entretiens semi-dirigés qui ont été réalisés jusqu'à saturation des données, et donc des parents de 5 garçons et de 3 filles qui ont été interviewés, pour une durée moyenne d'entretien de 37 minutes. L'analyse ouverte, a abouti à la constitution d'un livre de 79 codes et puis, l'analyse axiale a fait émerger 4 catégories, qu'on va voir, à la suite, qui accompagnent ces parents de la culpabilité initiale à l'activisme. Donc je vous ai mis le schéma, conceptuel, j'espère que tout le monde le voit à peu près bien. Heu, donc en fait, on retrouve ces 4 catégories: l'histoire, l'acceptation, l'implication, le militantisme. Donc dans l'histoire de vie des parents, elle est, balancée entre justification et culpabilité. Heu, En fait, les parents se justifiaient beaucoup, du contexte familial, professionnel ou même pathologique de l'enfant. Hem Et ils citaient aussi beaucoup, comme justification, la génétique, comme cause extérieure, comme une fatalité en fait, justifiant leur impuissance. Il en était de même pour l'implication de la société, notamment à La Réunion avec l'industrie sucrière qui était souvent, cible, de dans leur justification en tout cas ciblée comme cause dans cette prise pondérale. La prise de conscience du surpoids de leur enfant, elle était tardive, du fait de la succession de certains événements de vie, du manque de temps et d'attention. Ils sous-estimaient souvent le poids de leur enfant. Alors ça, on le retrouve beaucoup dans la littérature. Hem, Ils banalisaient quand même beaucoup ce surpoids aussi, heu, qui était presque traditionnel, pour eux. Cette prise de conscience tardive donc amenait les parents à culpabiliser. Et donc c'est cette histoire de vie entre justification et culpabilité qui finissait par mettre les parents en difficulté. Ils s'isolaient socialement, d'une part, évoquaient des difficultés communicationnelles, relationnelles et éducatives avec leur enfant, d'autre part. Dès que les parents avaient pris conscience du surpoids de leur enfant, le manque de connaissance des règles hygiéno-diététiques ou encore de la prise en charge de l'obésité infantile sur ce fond de respect des traditions créoles étaient des freins à s'en sortir sans aide extérieure. Et donc avant l'entrée dans la prise en charge de l'hôpital d'enfants, le médecin était vraiment au centre de cette triangulation entre les parents, l'enfant et la prise en charge. Et son intervention permettait l'acceptation et la compréhension de cette nécessité de prise en charge, autant par l'enfant que par les parents. Il faisait aussi ce lien entre les parents et les enfants, en quelque sorte en se substituant aux difficultés de communication des parents envers leur enfant, pour conduire aussi l'enfant vers cette acceptation. Et puis, dès le début de la prise en charge dans l'unité d'obésité infantile, les parents découvraient un espace de parole où ils pouvaient se livrer, se sentir compris, soutenus, qui aboutissait à une relation de confiance, et qui leur permettait surtout de déculpabiliser, de leurs responsabilités parentales, et d'accepter, la maladie et la prise en charge. Donc voilà, l'acceptation se faisait par ce processus et leur permettait de s'impliquer, réellement dans la prise en charge de leur enfant. Alors évidemment, les changements de médecins référents dans le service nuisaient à cette étape primordiale, même si le reste de l'équipe restait, la plupart du temps inchangé. Et les contraintes ressortant de l'implication des parents dans les changements à mettre en place pour la prise en charge de leur enfant étaient pressenties et vécues comme des sacrifices pour tous les membres de la famille. Cependant, une dimension totalement inattendue était celle du plaisir des parents à participer à cette prise en charge, de l'enfant, qui aurait pu a priori être considérée comme une corvée, hein. En tout cas, moi, c'est ce que je voyais de l'extérieur, quand j'étais interne. Et finalement, les parents, ne le voyaient pas comme tel et la relation s'améliorait. En plus de l'enseignement, qu'ils recevaient, hem, voilà, il y a vraiment ce côté, relation améliorée qui ressortait, de cette implication. Donc les informations reçues par ailleurs leur permettaient de comprendre les modalités de la prise en charge, notamment, être patient face aux résultats. Voilà, leur expliquer que c'est pas une perte pondérale qu'on attend forcément, hein, notamment chez l'enfant. Et puis donc, ils prenaient plaisir à participer aux ateliers, qui étaient conçus de manière ludique et qui facilitaient la mise en pratique dans le quotidien et le changement des habitudes.
Il y avait aussi des groupes de parents, en présence de professionnels évidemment, qui leur permettaient de partager sur leurs difficultés, trouver des solutions, également sympathiser, rompre avec l'isolement au quotidien. Et ils évoquaient, à travers les entretiens, l'importance de se rendre disponible pour leur enfant. Et ça, c'était vraiment source de motivation pour l'enfant, mais aussi pour eux-mêmes, par une sorte d'exemplarité, pour leur enfant. Et donc ce lien parent-enfant renforcé durant la prise en charge permettait une amélioration de leur communication. Et ces ressentis permettaient de mettre en évidence une autre dimension inattendue, celle de générer une relation parent-enfant plus riche qu'elle l'aurait été en l'absence de problèmes de santé finalement, tels que l'obésité. Outre les capacités de communication améliorées, pour guider l'enfant, et pour leur relation, ils amélioraient, donc leurs compétences et leur communication, ce qui permettait, ensuite de passer donc à ce qu'on a appelé militantisme, mais en tout cas d'avoir assez de compétences, pour, pour combattre les exclusions, et notamment voilà sociales, scolaires, ou professionnelles. Donc je vous ai mis des petits verbatims autour, mais ça, voilà, je vous ai laissé les lire, entre-temps. Donc finalement, ce qu'on peut retenir de ce schéma, c'est que la relation parent-enfant, initialement est donc vraiment fragilisée par les culpabilités et les tensions de cette histoire familiale. Et ça, on le retrouve, dans la littérature depuis, 1999, où une mauvaise relation parent-enfant était vraiment citée comme facteur de risque d'obésité infantile. Et au-delà de l'aspect médical et éducatif, ces ateliers finalement réparaient aussi une relation, et l'enfant percevait l'investissement parental comme un soutien affectif qui était source de motivation et les compétences parentales étaient renforcées donc par cet accompagnement, ce qui aboutissait à une relation plus apaisée. Pour ce qui est, des forces et des limites de cette étude, on avait un seul père qui était interrogé, et une seule mère d'enfants de moins de 10 ans, mais ça correspondait aux, proportions respectives de chaque groupe d'âge qui était représenté dans l'unité. Il n'y avait pas de parents du sud-ouest de l'île. Alors le sud-ouest de l'île, à La Réunion est beaucoup plus métropolitain, plus, riche aussi. Donc voilà, en tout cas, on n'avait pas cette proportion de parents-là. Et les entretiens étaient menés en français et pas en créole, et en plus par téléphone parce que c'était pendant la période Covid. Donc l'analyse, du non-verbal n'a pas pu être faite. Voilà, le fait que ce soit en français était peut-être moins confortable, mais l'expression en tout cas pouvait être plus libre puisque je ne faisais plus partie de l'unité, j'étais à distance et donc ils pouvaient se livrer, peut-être plus facilement. Pour ce qui est des leviers, alors là, je parle, dans le quotidien, en tout cas, moi, ce que j'évoque comme levier, au sens médecine générale du terme. Hem, Outre évidemment ce qu'on peut trouver dans la littérature et notamment dans les recommandations de prise en charge de l'obésité infantile multidimensionnelle pardon, qui est recommandée dans l'HAS. Je pense qu'il faut garder en tête que, vraiment c'est ce parent qui est souvent en difficulté, en lien mais finalement pas toujours avec l'obésité de l'enfant et que la relation parent-enfant, elle en souffre, rendant plus difficile l'accès à une prise en charge efficace. Donc en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que l'éducation thérapeutique, elle doit être adaptée aux réalités familiales et culturelles, avec une intervention vraiment centrée sur les familles et non pas seulement sur l'enfant. Qu'il faut évidemment un accompagnement psychologique pour travailler la communication et les émotions, tant du point de vue du parent que de l'enfant. Que le soutien par les pairs, ça paraît quand même assez primordial pour, rompre avec l'isolement et puis aussi considérer ses parents comme agents de changement, experts par expérience, hein. C'est comme ce qu'on voit de plus en plus dans nos formations, auprès des internes avec les patients experts. En fait, ce parent, il devient un peu expert par expérience. Et puis, d'inclure systématiquement donc un volet renforcement des compétences parentales, dans cette prise en charge. Ça me semble vraiment important et également, évidemment, la stabilité des soignants, pour une relation de confiance durable et là, je pense que le médecin généraliste a toute sa place
heu, dans ce processus. Alors maintenant, on va passer donc au vécu des pères d'enfants en situation d'obésité qui sont suivis, à l'unité de pédiatrie du centre hospitalier de Châteauroux. Hem, cette thèse du coup, bon, forcément découlait de la mienne et du fait que je n'avais qu'un papa d'interviewer, voilà, on s'est dit: «Il faut s'intéresser quand même au papa». Puisque la triade relationnelle, c'est vraiment, une spécificité de la pédiatrie, voilà, d'avoir un papa, une maman ou 2 mamans, 2 papas, mais en tout cas un binôme, parental. Heu, voilà, c'est vraiment, spécifique à la pédiatrie et puis, c'était une nécessité pour, l'éducation thérapeutique, le maintien des changements à long terme, de savoir, voilà, ce qu'il en était du vécu des papas dans tout ça. Donc là encore, c'était une étude qualitative par analyse inductive générale, avec un échantillonnage en variation maximale, un recrutement opportuniste, donc c'était le même principe, méthodologique. Là encore 9 entretiens jusqu'à saturation des données et une triangulation des données pour une durée moyenne de 35 minutes. Donc l'analyse ouverte a abouti à 75 codes et à 5 catégories que je vous ai remis aussi dans un schéma conceptuel ici. Donc voilà, on a les 5 catégories: la dynamique familiale, la prise de la conscience, l'investissement et l'épanouissement et le maintien des changements. Donc finalement, on retrouve un peu les mêmes choses, mais avec des petites particularités. Là, je vous ai pas mis les verbatims, mais je vais vous les dire, oralement, ce qu'on peut retrouver. Donc la place du père dans la dynamique familiale, là encore, donc on a l'histoire de vie, les habitudes culturelles, les problématiques, de vie et puis on a surtout, le papa qui doit trouver sa place. Où ils nous disent, dès que c'est en rapport avec la santé, c'est toujours maman, la paternité n'est pas aussi intuitive que la maternité, cet écart initial peut entraîner un décalage ensuite. Et puis on a ce qu'on a appelé, la place du père policier, dans le sens où il nous disait: «Maman, elle a beaucoup de mal à faire entendre sa voix, donc c'est moi qui dois, ce n'est jamais plaisant, mais en même temps, il faut bien le faire». Voilà et donc de cette dynamique familiale, la prise de conscience pouvait être assez variable, hem, des enfants, mais surtout des pères. Hem et là, on peut avoir une première sortie de route, s'il y a moins de remise en question, si on reporte la culpabilité sur la maman, surtout en cas de séparation, ou s'il y a une critique, voilà, de la démarche de la consultation et donc là, je pense que le médecin a toute sa place pour justement voir la maman, mais pas que, demander aussi à voir le papa et expliquer les choses, montrer les courbes et faire prendre conscience vraiment de la nécessité de la prise en charge aussi au papa, peu importe le contexte, familial. Hem, donc dans la prise de conscience, on retrouve un peu les mêmes choses, hein, la culpabilité, la peur des conséquences sur l'avenir, l'envie de mieux savoir, d'apprendre des choses, et puis les attentes, concernant la prise en charge. Hem, dans les verbatims qu'on peut retrouver à ce niveau-là, on a, voilà, découvrir plein de choses. Moi aussi, ça m'ouvre les yeux. Concernant, le déni, on a des verbatims comme chez sa mère: «Elle mange tout et n'importe quoi». Enfin bon, voilà, le côté de reporter la culpabilité sur quelqu'un d'autre. Une fois que la prise de conscience est faite, le père peut vraiment s'investir, et là encore, on a une sortie de route si la prise en charge n'est pas bien compris, que, il y a une dégradation dans la relation père-enfant, c'est des choses qui peuvent empêcher, le papa de s'impliquer. Donc alors là, l'investissement, c'est la participation aux ateliers, c'est la prise en charge pluridisciplinaire, l'acquisition de connaissances et puis le changement des habitudes pour l'enfant et pour le papa. Là aussi, on retrouve, la notion d'être exemplaire qui est source du coup de motivation pour l'enfant. Donc les papas nous disent: «Je m'implique plus dans les courses, on va reprendre les activités, le foot, le vélo» et puis, hem, ils apprécient aussi d'être rassurés sur leurs compétences parentales. Ils nous disent: «Ça permet un regard extérieur, de se dire: "Ça, on le fait bien"». Il faut jouer le jeu pour le motiver aussi, même si évidemment il y a des contraintes, temps par rapport à leur métier, où ils nous disent que, c'est pas facile de se libérer une demi-journée.
Là encore, entre l'investissement, l'épanouissement, il peut y avoir, une sortie de route qui est surtout, liée à l'absence de résultats, et notamment de la perte pondérale qui, je pense, il faut vraiment bien l'expliquer au moment de la prise de conscience et de l'investissement. Voilà, de quelles sont les représentations, des parents à ce moment-là, heu, et qu'est-ce qu'on attend de nous d'un point de vue médical, heu, voilà, pour éviter justement, ce risque de rupture. Et donc ensuite, on arrive dans la partie épanouissement, personnel, mais aussi de la relation, où les papas nous disent: «Je pense que lui de son côté et puis du mien, ça nous fait du bien à tous les 2, ça nous fait plaisir, on comprend tous les 2 en même temps, on pourra en rediscuter à la maison et c'est là qu'on aura un meilleur échange». Ou encore: «Les relations sont meilleures car on fait des choses ensemble. Je suis très contente de plus avoir à jouer au policier en fait et plutôt être là comme un accompagnant». J'essaye d'en parler moi aussi et je fais profiter les gens qui sont autour de moi avec leurs enfants. Donc là, on retrouve vraiment, voilà, ce changement de posture du père policier au père accompagnant et puis, ce qu'on appelait dans l'étude précédente le militantisme avec le fait de devenir un peu expert et de pouvoir diffuser le savoir, autour. Et puis donc on arrive, dans le maintien des changements, la dernière catégorie, qui là peut être mis à mal par l'absence de suivi, où là vraiment voilà le fait de continuer à avoir un suivi, alors que ce soit dans l'unité ou avec le médecin généraliste derrière, ça permet vraiment ce maintien des changements et d'éviter de laisser tomber, tout ce processus. Et donc là, les papas nous disent: «Le week-end, on fait une liste de repas, on essaie d'équilibrer, on y gagne en qualité, en tranquillité, on se retrouve plus le soir à dire: "Bon, qu'est-ce qu'on fait?" On va improviser et puis parfois on improvise mal». À la fin des ateliers, on marque toujours 1 ou 2 engagements à tenir ou encore ce sont de nouvelles habitudes à prendre, donc c'est un peu dur au début. Puis après on s'y fait, on se rend compte que c'est pas contraignant et on essaie de faire on essaie de pas en faire un sujet permanent non plus et de faire rentrer ça dans nos nouvelles habitudes. Donc finalement, là, ce qu'on peut retenir de, cette étude, c'est vraiment, cette prise de conscience, qui vient, rarement du père finalement et qui peut être facilitée par les consultations de médecine générale ou de pédiatrie, en tout cas en faisant prendre conscience sur les courbes pondérales notamment, que, voilà, il y a un problème. Il y a aussi tout cet aspect dysfonction de la dynamique familiale, qui rendent les contraintes plus difficiles à accepter et les changements moins faciles à mettre en place durablement. Et ce changement de posture, donc du père policier au père éducateur, avec un enrichissement de la communication, le renforcement du lien père-enfant, voire même entre les parents et la diffusion du savoir pour aider des proches. Le suivi régulier pour le maintien des changements, donc là, le médecin généraliste, le pédiatre libéral a toute sa place, je pense, dans ce suivi et dans cette étude, on avait, surtout une limite qui était que, bah, on avait interviewé que les papas qui étaient présents aux ateliers. Alors on a quand même mis en évidence, pardon, des risques de rupture de la prise en charge, mais on n'a pas interviewé de papas qui ne participaient pas à cette prise en charge. Donc ça reste quand même une limite. Pour ce qui est des leviers dans notre pratique, évidemment, l'amélioration de la dynamique familiale, mais c'est valable dans toutes les pathologies finalement chroniques pédiatriques, et s'intéresser à cet épanouissement familial pour mieux résister aux contraintes. Et donc là encore, voilà, c'est pas que l'obésité, c'est vraiment toutes les pathologies chroniques pédiatriques. La santé et le bien-être des enfants, ils sont inextricablement, pardon, liés à la santé et au bien-être, de leurs parents. Donc vraiment, voilà, la guidance parentale, on en parle de plus en plus à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment important. Hem et puis, cette prise de conscience plus précoce, du surpoids en consultation avec les 2 parents, hem, voilà. On retrouve, hein, dans la littérature une importante sous-estimation du poids de l'enfant par les parents, qui freine la prise de conscience et puis l'entrée dans une prise en charge, quand elle est vraiment, présente en tout cas.
Et puis, prendre en compte les attentes, les représentations, hein, comme je vous le disais, pour éviter les ruptures de prise en charge, heu et que c'est pas une perte de poids qu'on attend, dans l'obésité infantile. Et puis, voilà, le relais de l'éducation thérapeutique pour le suivi au long cours, le maintien durable des changements, qui peut vraiment se faire en libéral, je dis médecin généraliste, pédiatre, mais ça peut être en PMI aussi. En tout cas, voilà, renforcer ce réseau, de soins ville-hôpital, semble important, pour ce suivi. Dans cette troisième partie, alors là, elle est pas très longue, je voulais juste vous en parler un peu parce que ça faisait partie de la thématique abordée aujourd'hui. Donc c'est un article de la revue Exercer qui est paru en septembre, que je vous laisserai aller consulter, si vous voulez vous faire votre propre idée. En tout cas, elle s'intéresse donc, au vécu des familles dans un REPOP. Donc, le REPOP, c'est un réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique de 2 à 18 ans de type ville-hôpital. Il y en a 12 en France et donc c'est un parcours de soins coordonnés de 2 ans, qui s'intéresse donc à 3 axes: la prévention de l'obésité, le dépistage précoce et l'accompagnement multidisciplinaire de proximité et personnalisé. On n'en a pas en Centre Val de Loire, heu, malheureusement. Dans cet article, ils ont inclus, des parents et des enfants de plus de 11 ans, qui étaient suivis depuis plus de 13 mois dans le REPOP 73. Ils ont fait 20 entretiens simultanés de l'enfant et d'un ou des 2 parents dans 2 pièces séparées au même moment et donc ces entretiens duraient entre 18 et 75 minutes. Hop. Donc c'était là encore une étude qualitative avec une approche inspirée de l'analyse interprétative phénoménologique, une triangulation des données toujours et on retrouve dans cet article vraiment des notions communes, aux 2 études que je vous ai présentées. Un parcours difficile préalable, des liens familiaux créés ou resserrés par la prise en charge, la nécessité du soutien durable, plutôt présentiel, avec un effet de groupe et une nette plus-value de l'entretien motivationnel, les contraintes que cette prise en charge génère, la prise de conscience et encore là, le renforcement des compétences éducationnelles parentales. Et donc, c'est dans ce sens que je voulais aboutir à la dernière partie du webinaire, qui est vraiment l'accompagnement à la parentalité, d'une manière plus large. Heu, alors je vous ai fait un petit rappel, donc, le début des neurosciences affectives et sociales, c'est très récent, c'est fin du XXIe siècle. Vous trouverez en ligne le rapport OMS-UNICEF 2021 sur les recommandations au soutien parental et c'est une phrase, voilà, vulgaire, mais en tout cas, voilà, avant de mettre le masque à oxygène dans l'avion de votre enfant, mettez le vôtre. Voilà. Et donc, autour de l'accompagnement à la parentalité, vous trouverez tout ce qui est, théorie de l'attachement, système du caregiving, donc être suffisamment empathique pour voir que l'autre est en difficulté et lui apporter son soutien et c'est d'ailleurs, aussi le cas, pour les soignants et le fait que aussi trop de stress, éteint, ce caregiving. Donc ça, c'est ce qui aussi a été impliqué dans les 1000 premiers jours, que je pense vous connaissez bien tous. Hem, les 1000 premiers jours, donc qui va de la grossesse, jusqu'aux 2 ans de l'enfant, est vraiment parti de là, c'est-à-dire repérer, voilà, les vulnérabilités, psychosociales à travers les entretiens prénataux précoces, et cetera, pour, favoriser, ce caregiving, optimal. Et donc si, en tout cas, la thématique vous intéresse particulièrement, je peux que vous recommander les DU d'accompagnement à la parentalité. Et puis à savoir aussi, donc suite à ce DU que j'ai fait, j'ai créé un groupe de travail, auprès du Collège de médecine générale français, présentiel et des outils de consultation autour justement des 1000 premiers jours et du soutien à la parentalité. Donc on commence juste à travailler dessus, donc normalement dans l'année à venir, il y aura déjà un premier référentiel qui sortira
et l'année suivante, les outils, une fiche outils vraiment, pour les consultations, autour de la guidance parentale et des 1000 premiers jours. Alors, on l'a vu, le rôle central des parents dans l'obésité infantile, heu, ils gèrent l'environnement alimentaire, les rythmes, les écrans, les activités, les émotions. Ils ont cette posture éducative de modèle de comportement qui influence les habitudes de l'enfant et leur sentiment de compétence parentale est souvent fragilisé, par les échecs et les jugements. Donc l'objectif, de l'accompagnement à la parentalité, en tout cas dans l'obésité infantile, mais aussi dans toutes les pathologies chroniques, c'est vraiment de restaurer la confiance parentale pour permettre des ajustements durables, plutôt que de corriger des pratiques. Pour cela, on a plusieurs outils. Alors, vous pouvez utiliser évidemment l'entretien motivationnel, donc je vous le rappelle, hein, poser des questions ouvertes, valoriser, soutenir le parent, pratiquer l'écoute réflexive, hein, reformuler, faire des reflets, résumer, reprendre les éléments importants, rapportés par le patient. Comme autre outil que l'entretien motivationnel, alors voilà, c'est que des petits résumés des outils, après voilà, il faut se former, il faut pratiquer. Vous avez aussi tout ce qui va être, communication non violente. Donc la communication non violente, c'est apprendre déjà à prendre soin de soi, donc l'auto-empathie, pour respecter ses besoins, montrer l'exemple, notamment à ses enfants dans le cadre des parents. Apprendre à écouter l'autre et puis c'est, être attentif au jugement qu'on peut ressentir, qui, traduit une émotion et un besoin. Donc c'est vraiment être proactif. La co-création du cadre dans une famille, elle est fondamentale pour donner la sécurité et la confiance aux enfants. Et pour éviter les conflits, il faut vraiment identifier les besoins des parents et des enfants pour trouver des stratégies communes sans conflit. Je vous ai mis du coup, sur cette diapo, des petits outils. Alors on en trouve plein sur la CNV. Moi que j'utilise particulièrement, il y a les affiches donc de l'apprenti girafe, que j'ai mis dans mon cabinet, qui finalement sont utiles pour les enfants, pour les parents, pour les non-parents, voilà, des adultes qui viennent, qui se sentent pas bien, qui ont du mal à verbaliser. Juste le fait de se positionner, de, voilà, quelles sont mes sensations corporelles? Qu'est-ce que je ressens comme émotion? Qu'est-ce que j'aurais besoin à cet instant présent? Ça permet vraiment de commencer un échange avec les patients. Et aussi, le No Fault Zone qui est un jeu, de résolution des conflits, pareil qui se base sur, les émotions, les besoins et qui permet du coup de désamorcer un peu ces conflits. Alors faut pas le faire à chaud, hein, faut le faire avec un peu de recul, mais ça marche vraiment bien. Autre outil, c'est, la psychologie positive, donc qui est la séance qui étudie les conditions et le processus contribuant à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des individus, des groupes ou des institutions. Hem, En fait, c'est recontextualiser pour réguler les émotions. C'est le principe de la résilience, puisque notre cerveau enregistre de manière plus marquante les événements désagréables. Donc c'est compenser ce que naturellement notre cerveau fait via notre biais de négativité, qui oriente notre attention sur ce qui va nous aider à survivre, versus les émotions agréables à identifier qui vont élargir le champ de l'attention pour accéder à des ressources, pour des décisions adaptées, et surtout prévenir le mal-être. Donc c'est pas diminuer le problème, c'est ni le minimiser d'ailleurs, mais c'est juste le voir autrement. Pour cela, il y a, différents outils. On peut avoir le journal des événements satisfaisants, donc dire à la personne de prendre un journal et de noter tous les jours un événement, voilà, qui lui a fait du bien, pour lequel il ressent de la gratitude. Il y a tout ce qui va être méditation pleine conscience. Hem, il y a notamment une application gratuite, Présence, qui permet de débuter la méditation, et notamment, pour les soignants. Heu, Entre autres, il y a Valérie Marchand qui fait des méditations dessus, pour prendre soin des soignants. Donc ça, je peux que vous le recommander. La méditation pleine conscience, c'est une pratique, formelle ou informelle dans le quotidien, c'est juste repérer, les pensées, c'est pas les supprimer, c'est juste, voilà, les repérer et cette pratique va permettre d'activer les zones cérébrales, nécessaires à la régulation du stress et des émotions
qui font le lien avec le cortex orbitofrontal et qui permettent de trouver des solutions aux besoins. Ça permet, notamment pour la pratique, des soignants, d'avoir une meilleure écoute, plus d'empathie et une résilience. Un autre outil, dont on parle aussi, beaucoup en ce moment, c'est les compétences psychosociales, qui influencent donc les déterminants de santé et la réussite éducative. Les compétences psychosociales, il y en a, autour de 3 grands thèmes. Les compétences cognitives, donc avoir conscience de soi, la maîtrise de soi, les compétences parentales, notamment, on les retrouve dedans. Les compétences émotionnelles, donc là, c'est avoir conscience et savoir réguler ses émotions. Et les compétences sociales, qui permet donc de développer des relations constructives et de résoudre des difficultés relationnelles. Donc en tout, il y a 9 CPS générales et 21 CPS spécifiques. Vous pourrez les retrouver assez facilement, en ligne, notamment sur EduxCall, où il y a les 3 kits, de CPS qui doivent normalement être développés en maternelle et en école primaire, depuis la circulaire interministérielle de 2022. Et puis vous avez aussi un livre, sur développer les compétences émotionnelles en 8 séances de l'atelier du praticien, qui est aussi vraiment bien fait, alors qui s'intéresse qu'aux compétences émotionnelles, mais qui permet d'intégrer, ce genre de choses, par exemple, dans des séances de TP. Et donc je vous les ai remises ici, sur le schéma. Voilà les 9 CPS et puis les spécifiques. Donc finalement, l'accompagnement à la parentalité, c'est, valoriser ce que les parents font déjà de bien, déculpabiliser surtout, hein, on l'aura vu tout au long de ces présentations, pour sortir du jugement et entrer dans l'acceptation, ça c'est vraiment un processus nécessaire. C'est donner du sens au comportement de l'enfant, à ses émotions, à ses besoins, à son stress. C'est soutenir la cohérence éducative au sein du couple et de la famille, d'où l'importance de voir les 2 parents et d'accompagner les parents à poser un cadre bienveillant, stable et sécurisant. Tout cela, bien sûr, ça peut se faire en entretiens familiaux dans un cabinet, ça peut se faire en atelier de groupe ou dans des programmes de TP, évidemment. Dans l'obésité infantile, soigner la relation, c'est aussi soigner le corps. J'entends par là que l'alimentation, le poids, les repas, c'est souvent des moments de conflit, mais aussi de compensation affective et donc finalement, réguler l'appétit, c'est aussi réguler les émotions et restaurer le plaisir partagé autour de l'alimentation. Donc l'accompagnement des parents dans l'obésité infantile ne vise pas seulement le poids de l'enfant, mais la reconstruction d'un lien où confiance, sécurité et autonomie deviennent des leviers de changement durable. Et donc pour finir, voilà, je vous ai mis l'accompagnement à la parentalité, c'est une rencontre réussie. J'entends par là que c'est une rencontre avant tout humaine. Ça se résume pas seulement à transmettre des conseils ou des savoirs, l'accompagnement à la parentalité. C'est, la rencontre de 2 expériences, celle du parent qui est expert de l'enfant et du quotidien, hein, et puis celle du professionnel qui est formé à soutenir, à écouter, à mettre des mots et donner du sens. C'est pour ça que j'ai appelé ça rencontre réussie, c'est quand chacun trouve sa place, quand il y a pas de jugement, mais plutôt une coopération. Et donc c'est une écoute, bienveillante, sans jugement, pour comprendre les besoins, les doutes, les valeurs des parents, heu, avec une posture d'ouverture, hein, que le parent se sente reconnu, légitime, soutenu. Et donc c'est cette reconnaissance mutuelle qui permet de faire émerger des pistes concrètes et adaptées. C'est une rencontre finalement qui fait un peu grandir tout le monde. Le parent gagne en confiance, en sentiment de compétence, le professionnel lui affine sa compréhension des réalités familiales et l'enfant bénéficie indirectement d'un climat plus apaisé. Et puis, c'est une rencontre ancrée, dans le collectif puisque l'accompagnement à la parentalité, c'est aussi un espace social, un lieu où les familles se rencontrent, peuvent échanger, en tout cas quand les groupes sont possibles et hem et donc accompagner, ce n'est pas corriger, mais c'est cheminer ensemble. Voilà.
Merci à tous pour votre écoute et je suis disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup docteur, Lebleu pour ce passionnant topo qui je pense va résonner dans les accompagnements en tout cas des personnes qui vous ont écouté. Alors peut-être pour, initier le débat et puis je vous laisse, hein, chacun et chacune, commencer à inscrire vos questionnements ou lever la main si, une prise de parole, est souhaitée. Moi je m'interrogeais, pour les situations, de parents qui seraient plutôt dans un déni, hein, parce qu'on l'a vu que ce soit à La Réunion, à Châteauroux, mais on a aussi, pas mal de retours des collègues de la médecine scolaire. Moi, j'ai rencontré récemment les profs d'EPS, qui me disaient: «Mais finalement, quand les parents, n'ont pas envie, d'intégrer, un accompagnement, c'est compliqué» et effectivement, comment est-ce que vous avez identifié, peut-être des leviers, dans l'accompagnement, au changement pour que les parents eh bien, s'investissent et éventuellement saisissent cette opportunité, que d'intégrer, eh bien une prise en charge, un programme ETP, un parcours, un dispositif, quand a priori, pour eux, il n'y a pas de sujet, en lien Oui. avec le surpoids ou l'obésité de leur enfant. Bah, je pense que là, c'est, là où on a toute notre place en tant que médecin généraliste ou pédiatre en tout cas. Médecin généraliste d'autant plus parce qu'on les suit déjà avant, souvent qu'ils aient leurs enfants, pendant qu'ils ont leurs enfants, après et donc on a cette relation de confiance et cette connaissance de la famille. Je pense que c'est vraiment là où on a une carte à jouer plus que, le prof de sport, la personne qu'on va croiser à un moment donné de sa vie et qui a pas forcément ce lien de confiance avec les parents. Donc je pense que là vraiment, les orienter vers leur médecin traitant, alors nous évidemment on a les courbes qui peuvent faire prendre conscience, mais même ça je pense que les courbes suffisent souvent pas, en tout cas quand on les voit à un instant donné. Mais par contre voilà, s'interroger sur plutôt le vécu, de la famille, de l'enfant, comment il se sent, comment il vit, ses séances de sport, voilà, il y a souvent des petites choses sur lesquelles on peut se raccrocher, je dirais, en consultation sur, un truc qui va ressortir et sur lequel on peut s'accrocher pour essayer d'en discuter. Après évidemment que ça se fait pas en une séance, que la temporalité elle est différente, hein, souvent entre le médecin qui voit que là c'est en train de flamber et que le parent réalise pas du tout. Mais ça c'est valable dans tout un tas d'autres pathologies, que l'obésité aussi. Voilà, il faut quand même, s'adapter aussi un petit peu à cette temporalité qui est différente, pour eux, quoi. Merci. Alors on a une réaction dans la conversation, hein, qui rebondit sur, le fait qu'effectivement certains médecins traitants, parfois sont probablement démunis ou par manque de temps ou trop de sujets à traiter, pour, aborder, le sujet du surpoids, de l'obésité, en tout cas de son rapport au corps. Et ça alors je ne sais pas si vous avez un retour ou un conseil, mais en tout cas, la question de la sensibilisation, ça c'est un de nos enjeux, forts. Ça, effectivement. C'est pas évident. Oui, après tout dépend du médecin généraliste, de s'il est sensibilisé à ça, s'il a beaucoup de suivi pédiatrique ou pas. Enfin voilà, effectivement, il y a aussi, beaucoup de choses à prendre en compte. Mais là encore, Pauline, Blaise, disait donc a été infirmière scolaire. Je pense que l'importance du réseau est là, dans le sens où voilà, quand on construit son réseau autour de soi et qu'on a du lien avec les médecins généralistes, avec les infirmières scolaires, avec la PMI et cetera, on peut, peut-être plus discuter et dire, pourquoi on réoriente ce patient, enfin en tout cas cet enfant et ses parents devant le médecin généraliste qui prendra peut-être le temps de faire une consultation dédiée à ça. Enfin, j'espère. Merci. Alors on nous demande effectivement si le support sera disponible. Alors on enregistre en fait ce webinaire et il sera accessible, sur le site OBCentre, hein. Vous aurez tous les éléments, pour pouvoir, regarder, le replay, tranquillement. Il y avait une demande concernant un partage des affiches autour des émotions, donc Oui, donc ça sur sur Apprenti l'apprenti Girafe. girafe, effectivement, on trouve tout, on peut, les imprimer.
moyennant pas grand-chose, c'est 1 ou 2 euros, ou les commander carrément, voilà, on affiche, il y a des jeux, il y a plein de choses autour de la CNV, qui sont très intéressantes, il y a la roue des émotions qu'on peut trouver aussi, enfin voilà, beaucoup de choses autour de ça. Merci. Alors on avait un retour, d'expérience d'Audrey Marteau qui nous disait travailler en psychiatrie et accompagner parfois des parents qui étaient démunis face aux crises des enfants. Alors, qu'est-ce qu'on entend derrière crise? Je ne sais pas bien, mais en tout cas, voilà, cette notion de parents qui sont à un moment, tellement démunis, peut-être qu'ils se désinvestissent aussi, heu et dans ces situations un peu extrêmes, la question de la guidance, éducative, guidance parentale, elle est toujours, appropriée? Oui. Alors après, tout dépend ce qu'on appelle effectivement crise. Heu, il y a plein de choses. Effectivement, la thématique aujourd'hui, c'est l'obésité infantile, mais l'enfant TDAH, ou qui a un trouble de l'opposition, effectivement, oui, là, la guidance parentale a tout son sens et c'est pour ça d'ailleurs qu'on y travaille auprès du collège de médecine générale, puisqu'il y a déjà un groupe de travail sur les troubles du neurodéveloppement. Où au précédent congrès l'année dernière, ils avaient, beaucoup insisté sur la guidance parentale et le fait qu'on soit de plus en plus nombreux à être formés à ça et donc c'est pour ça qu'on a introduit ce groupe de travail pour sensibiliser un maximum de personnes, à la guidance parentale. Après voilà, c'est pas des solutions toutes faites, effectivement, c'est pas donner une solution aux parents, c'est vraiment plus de l'entretien motivationnel, et voilà, c'est pas juste leur dire: «Vous allez faire comme ça et puis ça va être résolu», quoi. C'est un peu plus long que ça. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions ou des questions, à poser au docteur Lebleu? Et donc je lis juste la fin, donc par rapport à l'agressivité de leur enfant, les parents donnent souvent accès à la nourriture pour les apaiser, effectivement et c'est des choses qu'on peut retrouver aussi, quand ils sont plus petits, avec par exemple la sucette qu'on va donner ou voilà, la sucette qu'on va mettre dans la bouche parce qu'ils pleurent et ben, voilà, ne serait-ce que de leur dire: «Ben, en fait, c'est pas, on va pas leur dire: «C'est pas ça qu'il faut faire», mais en tout cas, c'est pas la solution et qu'être vraiment présent pour son enfant et l'aider à gérer ses émotions, lui permettra de pas se réfugier dans la nourriture ou sur une sucette. Voilà, c'est vraiment ça va travailler la relation parent-enfant. Arnaud Boudneau, vous souhaitiez prendre la parole? Je vous laisse ouvrir votre micro. Voilà, j'ai ouvert mon micro, vous m'entendez correctement? Oui. Oui. Très bien. Merci pour la présentation et je reviens sur le rôle des papas parce que c'est vrai qu'à l'association Timéo, dans le Cher, on accompagne donc les familles, heu, pour une prise en charge du surpoids ou de l'obésité de l'enfant et il m'est arrivé une seule fois d'avoir un papa parce qu'il y avait pas de maman. Il y avait pas de Mmh. maman et dans toutes les autres situations, ce sont Voilà. effectivement les mamans. Alors l'idée c'est intéressant sur le rôle social du papa et le rôle social de la maman, culturel, hem et j'entendais la recommandation, on va dire d'impliquer les papas et comment feriez-vous pour les impliquer lorsque effectivement ils ne viennent jamais en rendez-vous? Parce qu'effectivement on confie à la maman Bah, cette tâche sociale de la santé de l'enfant. c'est ça et c'est valable pour tout, hein, même en dehors de l'obésité infantile, au cabinet, les consultations de vaccination et cetera, c'est souvent la maman, hein. Mais moi j'essaie de du coup en dehors en tout cas de l'aspect pathologique, mais même avec, l'obésité infantile, de demander des consultations de papa pour être présent. Alors après, il faut que ça colle au planning, c'est pas toujours facile, d'un point de vue, organisationnel. Voilà, parce que souvent si l'un vient, c'est que l'autre travaille. Donc voilà, il y a ce côté, organisation à prendre en compte. Mais en tout cas, autant que possible, de rencontrer le papa. Déjà, je trouve que ça demander à ce qu'il soit là, je trouve que ça permet quand même de lui donner aussi une place dans tout ça et qu'il se sente considéré aussi parce que souvent, voilà, il laisse couler ses mamans, voilà, il a pas vraiment cette place, qui est formalisée. Donc je pense que déjà rien que de l'impliquer, ça de lui demander de venir, ça permet de l'impliquer et de formaliser sa place et puis, bah, une fois qu'il est là en consultation,
s'intéresser à lui, ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Parce que souvent, c'est pareil, quand ils viennent, il y a la maman qui est là, qui va parler beaucoup. Et qui va même parler pour 2. Et donc juste, voilà, faire des pauses et demander au papa ce que lui, il pense et voilà, ses représentations, ce qu'il vit au quotidien. Je pense que, bah, c'est comme pour tout, à partir du moment où on se sent, considéré en tant que personne, dans sa place dans la famille et cetera, on a plus envie de revenir quand même après. Mais, c'est pas facile. Pour reformuler, être sûr, ce que j'entends, c'est, inviter le papa en consultation, mais uniquement le papa en consultation, sans la maman, sans l'enfant? Ce serait ça? Bah, oui, ça peut être ça. En tout cas, Oui? moi, depuis le début, je fais des consultations de guidance parentale, enfin d'accompagnement à la parentalité que je propose à la naissance, voire même pendant la grossesse. Et donc souvent, ces séances-là, en tout cas, je les fais sans les enfants. Je vois que les parents. Et ça peut être les 2 parents en même temps, ou ça peut être un parent puis l'autre, en fonction de ce qu'eux préfèrent faire, ce qu'ils sont le plus à l'aise. Souvent, le papa, il aime bien venir avec la maman quand même, la première fois, mais ça permet quand même de lui proposer de se revoir une deuxième fois et que tous les 2, voilà. Comme on ferait finalement avec un ado où on va faire sortir la mère à un moment donné, ben, c'est un peu pareil avec le papa. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Alors je ne vois pas d'autres, questions, réactions. En tout cas, voilà, ça nous a éveillés, éclairés, sur la place de la guidance parentale et c'est très intéressant de voir qu'elle, peut être abordée par tout un chacun finalement avec les outils que vous avez pu, présenter. Mmh. Alors avoir un DU effectivement c'est encore mieux et on Oui, va encore mais plus loin c'est dans pas les outils, mais en tout cas, on peut ressortir de ce webinaire en se disant, «Demain je peux utiliser assez facilement, oui, ces outils, dans ma pratique du quotidien». Donc merci beaucoup, à vous, docteur Lebleu. avec plaisir.